Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Valeurs relatives, je reçois Alexis Alain, professeur de lettres en Auvergne. Il est aussi écrivain et compte à son actif 6 ouvrages, tous publiés par les éditions L'Harmattan. Son premier roman, publié en 1999, s'intitule La nuit des Kauris, un ouvrage dans lequel un homme désormais occidentalisé s'arrête pour porter un regard sur son enfance africaine. Son deuxième roman, L'enfant palmier, paru en 2002, c'est l'histoire d'une malédiction qui se déroule dans un village ivoirien, une offense faite aux ancêtres et qui doit être réparée. Le troisième roman, L'œil du marigot, est paru en 2005. Primé à l'Académie internationale de Lutèce, aborde avec sincérité la question d'identité. En 2009, il écrit son quatrième ouvrage, Caméléon, l'artiste d'Aoussoukro, un livre de contes baoulés plein de sagesse, d'humour et de poésie. Le cinquième ouvrage de l'auteur, Fou de Brousse, publié en 2016, aborde à la façon d'une fable l'ingérence politique et économique des pays subsahariens. Aujourd'hui, je reçois l'auteur pour nous parler de son sixième roman, paru en 2019, intitulé Les larmes du marigot. C'est un roman autobiographique dans lequel l'auteur tente de transcrire avec munitie son retour dans le village de son enfance, après 28 ans d'absence. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. mais c'est moi qui vous remercie. Je disais tantôt que vous étiez professeur de lettres en Auvergne. Mm. Pourriez-vous nous parler de votre rapport à cette région? Qu'est-ce qui vous lie à cette belle région? Ben, un arbre pousse là où il se sent bien, là où la terre est fertile. Déraciné de mon univers natal, j'ai trouvé un terreau propice pour faire souche. L'Auvergne est une belle région. J'y suis, j'y vis et je me sens parfaitement en harmonie avec ce splendide euh, pays du Massif central. Je disais aussi que vous étiez écrivain, mais pas que, puisqu'il semblerait que certains sujets de société vous pousseraient dans la philanthropie. En ce moment, quelles sont les actions humanitaires dans lesquelles êtes-vous engagé? Ben, je continue de mener mon combat pour préserver la planète Terre. Voilà, ça c'est la première chose. Je me bats pour qu'au moins l'humain respecte son environnement, l'environnement dans lequel nous vivons tous. Voilà. Euh, et puis il y a aussi le problème des migrants. Ça, c'est le problème en ce moment même. Donc, le problème des migrants, c'est ces Africains, ces frères, ces sœurs qui quittent les pays d'Afrique et qui arrivent. Certains périssent. Ceux qui arrivent, il faut bien s'en occuper. Il faut les aider à s'intégrer. Euh, Peut-être pour des raisons culturelles, euh, parfois la compréhension n'est pas simple avec ceux qu'on trouve sur place ici en Europe. Voilà, et j'essaie là aussi d'apporter ma contribution. Revenons à l'ouvrage qui nous intéresse, Les larmes du marigot, votre sixième livre préfacé par Jean-Pierre Vauquier. Comment est née cette collaboration-là? Alors, Jean-Pierre Vautier, c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, plein de dévouement, plein d'humanisme, d'humanité aussi, je dirais, et qui, comme je le disais tout à l'heure, à ses côtés, nous essayons de faire avancer euh, ce qui
euh, est important pour l'avenir de notre monde. Alors, avec Jean-Pierre, nous avons des points communs, des convergences, notamment, je parlerai même de notion d'appartenance, appartenance à la nature. Nous aimons tous les deux, évidemment, nous aimons la nature, nous aimerons, nous aimerions qu'elle soit protégée, comme je le disais là aussi tout à l'heure. Euh, on croit beaucoup à l'universalité. Voilà. On ne peut pas régler les problèmes si chacun de nous ne tient pas compte de l'interculturalité. Euh, Nous sommes tous des humains, mais nous avons des cultures différentes. Nous avons des visions euh, de départ, d'éducation de départ différentes. Et rien que cela peut parfois poser un certain nombre de problèmes par rapport à la compréhension générale de ce qui se passe. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les biens communs. Quel est ce monde dans lequel nous vivons et où l'éducation, la santé, euh, l'eau sont devenus des propriétés privées. On ne, euh, Prenons l'eau. On ne peut pas confier l'eau à des privés qui l'exploitent et qui nous font payer cher. On ne peut pas privatiser l'éducation. Comment on peut, pour former les esprits, pour aider, pour instruire, comment on peut privatiser? La santé, c'est pareil. C'est ce que nous appelons d'ailleurs des biens communs. Il faut peut-être des institutions publiques qui s'occupent de ces, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé, que ce soit de l'eau. Tout ce qui appartient au patrimoine culturel humain. Il faut des êtres humains. Mais des êtres humains qui optent pour un service public, un service commun, mais pas dans le sens de marchandiser. On ne peut pas. Voilà. Donc, le néolibéralisme fait que, au lieu de rassembler tous ces biens communs, on a tendance à s'écarter pour laisser gérer par une minorité qui, qui en fait ce qu'elle veut. Il parle des sirènes de la mondialisation. Qui sont-elles, ces sirènes? Alors, je pense que c'est un peu là. Je parlais tout à l'heure de la privatisation d'un certain nombre euh, d'éléments de notre monde. Eh bien, les sirènes de la mondialisation, je pense que ce sont ceux-là, ceux qui se sont octroyés le don de mener le monde. Voilà. D'abord, les sirènes. Les sirènes nous détruisent. Eh bien, peut-être que les hommes d'aujourd'hui détruisent aussi. La mondialisation, c'est quoi? Nous étions bien mieux quand on ne nous parlait pas de mondialisation. Et là même, je remonte aux sources, je dirais. Dans le temps, ce n'était pas le terme qui était employé. Quand on a colonisé les pays d'Afrique, mais c'était une forme de mondialisation. Aujourd'hui, la mondialisation dont il est question, c'est d'imposer un modèle économique au monde entier. Sauf que ce n'est pas le monde entier qui en profite. On revient toujours à la même chose, c'est cette minorité qui s'octroie le pouvoir de mener tous les continents, je dirais. Dans ce roman, il est question de retour, retour aux sources, dont le maître mot s'appelle retrouvailles, mais pas les moindres. 28 ans d'absence, sans avoir mis les pieds sur la terre qui m'a vu naître. 28 ans, ce n'est pas rien.
des retrouvailles qui sont, je dirais, à la hauteur de cette absence, des retrouvailles qui vont quelque part, qui vont être compensées par 3 jours d'inactivité, de réception, de partage, de convocation lancée aux ancêtres. Aucune activité. Tout le village était resté comme ça pendant 3 jours. Il y a eu même une nuit de danse. Je, 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 je suis quelqu'un voilà, ça me meut un peu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Ordinaire. C'est l'histoire d'Atoumani qui décide de retourner dans son pays natal après 28 années d'exil. Comment l'idée du retour naît chez Atoumani? D'abord, disons que le retour d'Atoumani est une réelle prise de conscience qui est née d'un oncle. Un oncle que j'ai appelé d'ailleurs dans les livres le père de mon retour, qui est venu à Paris. Il n'a pas pu sillonner le Massif central parce que c'était en hiver et qu'il y avait la neige partout. Voilà. Mais néanmoins, qui m'a appelé, qui m'a sermonné, qui m'a dit ce n'est pas possible. Tout le monde sait que ma soeur a un enfant en Europe. Tout le monde est content parce qu'on a un frère en Europe. Et ma soeur souffre parce que son fils, elle ne le voit jamais. Elle ne sait même pas s'il existe encore. Et quand il a terminé avec ça, je crois qu'il venait de mettre dans ma tête les rails de mon retour au pays. On peut lire ces mots à la page 11 de votre roman. Je suis allée là-bas, je suis revenue ici. J'avais mis 28 ans avant d'y retourner. J'ai pris 3 semaines. 3 semaines pour compenser 28 ans de présence renforcée ici et virtuelle là-bas. Comme si cette intolérable audace suffisait à sceller une coopération entre la comédie et la tragédie, entre la joie et la souffrance, entre le rire et les larmes. Comment se prépare-t-on matériellement et surtout psychologiquement pour un tel retour? 28 ans dans une vie, c'est long. On est persécuté. Parce que d'abord, bien sûr, la décision est tombée, je dois retourner. Mais qu'aurais-je à dire? Qu'aurais-je à faire? 28 ans. Faudra-t-il que je m'explique? Et si je dois m'expliquer, quelle explication je vais donner? Mais un jour ou l'autre, il va falloir pourtant affronter la réalité. C'est un poids psychologique. Voilà. Quand on a attendu 28 ans, pour quelle raison j'ai mis tant de temps ici avant de retourner? Évidemment, en me rendant à l'évidence, je remarquais que cette situation était devenue insoutenable de part et d'autre. Pas seulement pour moi, même ma pauvre mère. Mon père étant déjà parti. Le cas de conscience donc a commencé à me ronger. Mais face à la réalité, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, je me décide. Et c'est ce qui fut fait. Vous écrivez ceci. Ici et là-bas, 2 destinations pour lesquelles je n'étais plus qu'un bouc émissaire. Elles s'affrontaient dans ma personne. Elles avaient sondé la profondeur de mon âme, entre crainte et retrouvailles. Elles s'immiscèrent pour violer mon intimité. Ici et là-bas étaient en train de me ruiner. Que faut-il comprendre dans la conscience du personnage? Une opposition radicale entre ici et là-bas ou une complémentarité? Alors, je ne pense ni à une opposition, ni à une complémentarité. Je crois plutôt que, comme tout individu qui se déplace, qui s'est écarté de son environnement initial, ici et là-bas sont en conflit. Voilà. Et Atoumani subit.
Toumani subit tout simplement. Euh, Est-ce le choc culturel, le choc, ce qu'on appelle le choc des civilisations, qui fait son chemin, sans épargner évidemment l'être humain ou la conscience du personnage. Euh, je dirais que c'est simplement un tiraillement légitime. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de complémentarité, c'est un tiraillement simplement. Pourtant, malgré un fort engouement, Atoumani, le protagoniste de ce roman, semble seul. Il est rempli de doutes. Il appréhende les choses au fond. Qu'est-ce qu'il est réellement venu chercher dans ce pays? Je pense que c'est la suite logique de ce qui vient d'être dit. Atoumani est réellement venu chercher une cure d'authenticité. Seul, bien sûr. Sait-il qui il est vraiment? En ce moment-là, sait-il qui il est vraiment? Avant d'être libéré de toutes ses appréhensions, il fallait qu'il se concilie avec la terre de ses origines, avec la terre de sa naissance, avec ce monde qu'il a vu naître. On lit ceci à la page 20 de votre ouvrage. Où suis-je? Mon esprit est ailleurs, là où personne ne l'attend, là où il n'attend personne non plus. Dans ce lourd et pesant silence, enfermé à l'intérieur de ces murailles, j'entends le cœur, le mien, battre à un rythme accéléré. Je supportais un corps ingrat d'humanité que personne ne voyait. Quant à la pensée, elle était anéantie de culpabilité, broyée de remords. Ici, Atoumani est en conflit avec lui-même. D'où lui vient ce sentiment extrême d'insécurité intérieure? Ici, je suis un étranger. Après tant d'années, je suis persuadé que je suis devenu un étranger euh, dans mon pays de naissance. En gros, dans ma situation, comme situation que beaucoup de gens connaissent, on sera toujours étranger, où qu'on soit, où qu'on aille. La vie a continué sans moi. Et Dieu merci. Évidemment, ce sera toujours quelqu'un d'autre que soi, euh, où qu'on aille, je le disais, où qu'on soit. Alors, on se cherchera et on aura peur de soi-même. Parce qu'on ne se comprend pas toujours. On ne comprend pas. On ne peut pas. On peut justifier nos actes, ce que nous faisons, mais on ne comprend pas toujours pourquoi on en arrive là. Un lien quasiment abyssal lie Atoumani à Nanan, son grand-père. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, c'est pour ce grand-père-là qu'il est revenu au village? Atoumani cherche le pardon. Trop, c'est trop. Même si mon pays m'a compris, moi, je ne me comprends toujours pas. Ceux qui m'ont accueilli ne m'en voulaient pas. Hein. Les ancêtres, je ne pense pas non plus. Par contre, moi-même, je persiste encore dans cette dérision. Et est-ce qu'on peut dire que c'est réellement pour le grand-père qu'il est revenu ou pas? Il est revenu pour eux tous. Et je l'ai dit tout à l'heure, il est revenu prendre une cure d'authenticité pour tous. Parce qu'en mettant les pieds, il y a ceux qui sont visibles, que je vois, mais il y a ceux qui sont invisibles, qui me voient, mais que moi je ne vois pas. Et c'est tout ce monde-là qui m'a accueilli. Bien sûr, ceux qui ont fait la fête, c'est le village. Le village, il n'y a pas que ceux qui ont fait la fête, il y a aussi ceux qui sont partis, qui ne sont jamais partis. Ils sont là. Ils veillent sur nous, sur nos activités, et quand ils peuvent nous aider, ils le font. Et d'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, j'étais obligé de dire, mon père, mon grand-père sont venus me rendre visite. Un moment exceptionnel, un moment riche, un moment qui m'a pendant longtemps perturbé aussi. Après, quand j'ai eu un de mes frères, en gros, il m'a rassuré parce que ce que j'ai caché, ce que je n'ai pas osé dire, en fait, ils le savaient tous. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, euh,
Je vous donne un extrait du poème de Birago Diop. Est-ce que vous pourriez nous le lire? Merci. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Merci beaucoup. Est-ce que ces mots résonnent en vous? Je retrouve mes racines en ce qui concerne Nana, ce fut lui qui m'avait parlé de la France pour la première fois, alors que j'étais enfant. Il m'avait fait visiter la France par essence. Quand il buvait son vin, il mettait quelques gouttes de vin, il remplissait le verre d'eau et il me donnait à boire. Et il me dit, ce vin vient du pays lointain qu'on appelle Ambaolé à Bloki. En fait, Nana a marqué mon existence. Maintenant, pour revenir au texte de ce grand auteur, évidemment que ces mots résonnent en moi. Je dirais même que la culture africaine, elle est vaste, elle est large, où qu'on soit. Et je pense que nous fonctionnons tous de la même façon. C'est-à-dire que soit on croit, et souvent, et Dieu merci aussi, c'est ce qui donne l'espoir aux gens. On sait que nos morts ne sont pas morts. Ce n'est même pas une idée, c'est une réalité. Je crois que leur sang parcourt notre organisme. Et à partir de là, nous sommes constamment avec eux et nous les entendons d'ailleurs. Il suffit de savoir écouter, de savoir comprendre pour se rendre compte que la nature elle est faite de ceux qu'on a connus ou qu'on n'a pas connus, mais qui sont partis bien avant nous. Je lis ça, ça me fait quelque chose. Parce que je dirais que dans les larmes du marigot, mon guide, mon frère, il se moquait de moi, il ne voyait pas comment je pouvais rouler dans les plantes, que je pouvais prendre les plantes. Il ne pouvait pas comprendre ça. Ce qu'on a, on ne se rend pas compte. À quel point c'est précieux. Mais moi qui suis parti, moi qui ai dû me couper de cette réalité-là. D'ailleurs, je retrouve, c'est comme si je n'étais pas parti, parce que je retrouve les univers de mon enfance, ces éléments qui ont fait ma vie de départ initiale. Je les retrouve. Et bien, j'étais aux anges et je jouais comme un chaton, voilà, dans ces plantes. Atoumani est un être sensible qui laisse facilement éclater ses émotions à travers les larmes. Vous donnez à lire ceci. Je suis un pleurnichard parce que je suis devenu conscient. Ou encore, mes moments d'intimité sont faits de larmes. Faut-il y voir un lien entre le titre du roman Les larmes du marigot et les larmes d'Atoumani? Les larmes ne sont pas, je dirais, les larmes ne sont pas l'expression d'une faiblesse, contrairement à l'opinion bien répandue, mais d'une reconnaissance, d'une émotion. Maintenant, je suis devenu, je l'ai dit, je suis devenu étranger dans mon propre pays et ces larmes, c'est une façon d'exorciser les mots qui me brisent. Voilà, qui me brisent que ce soit la conscience, que ce soit le corps. Voilà. Il fallait verser ces larmes pour me sentir encore mieux, me sentir en harmonie avec tous ces éléments que j'ai retrouvés. Les éléments m'ont accepté. Et c'est parce que les éléments m'ont accepté qu'à mon tour, j'ai répondu par les larmes. Sinon, je serais resté insensible. Face au torrent de larmes du personnage, les villageois sont-ils indifférents ou compatissants? Quelle est leur réaction face à une émotion si forte? Les villageois, ils ne me voyaient pas pleurer. Ou alors, ils feignaient de ne pas me voir. Voilà. Par contre, moi, je savais pertinemment que j'étais bouleversé, que j'étais en train de pleurer. Voilà. J'avalais à grosses gouttes ma salive et les larmes qui venaient, ces larmes, bon, voilà. J'avais les doigts qui faisaient le travail
je dirais, pour que personne ne se rende compte, en fait. Voilà. Euh, mais je pense que il n'était pas indifférent. Par contre, il s'est passé quelque chose. J'étais avec euh, un de mes oncles, et lui, quand j'ai commencé, là, en ce moment-là, je ne pouvais pas arrêter. C'était plus fort que moi. Et puis les autres frères à côté, ils essayaient de me consoler, de me calmer, de me dire de ne pas pleurer. Mon oncle leur a dit, laissez-le tranquille, laissez-le, qu'il pleure, cela lui fera du bien. Alors, certaines personnes de nos jours considèrent justement les larmes comme étant un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Je crois que dans mon cas, c'est un signe de maturité. Si un adulte n'est pas bien parce qu'il pleure et qu'on laisse les larmes on confie la paternité aux enfants, un adulte qui pleure, c'est qu'il a acquis une certaine maturité parce que l'enfance, c'est le point de départ et c'est l'une des premières sagesses avant de décliner à l'âge de la vieillesse. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, on avoue. Voilà. On avoue. Si avouer est une faiblesse dans ce cas, oui. Mais je ne pense pas que dans ma situation, ce soit une faiblesse voilà, d'avouer que, au fond, il n'y a que les larmes pour me racheter ou les larmes pour justifier voilà, ce qui s'est passé. Monsieur Alain, peut-on dire que la solitude et le remords font partie du lot de tout exilé? Oui, je pense que oui, parce que quand on part, on ne part pas euh, en multiples personnalités. On part toujours seul. Dès lors où on prend le chemin c'est une forme d'initiation. Et toute initiation se fait de façon individuelle. Euh, je pense que à des moments de la vie, on est miné par la solitude. Même si on est dans le lot, dans le groupe, on est miné par la solitude, par le remords, qui ne se conçoivent que si on a l'impression d'avoir mal agi. Est-ce un remords? Est-ce une façon de me racheter? Difficile à trancher. Il ne faut pas avoir de remords. De toute façon, si on prend la décision de partir, je pense que le remords, il faut l'écarter. Maintenant, qu'on connaisse des situations difficiles pour une raison ou une autre, ça c'est autre chose. Ce sont les aléas de la vie. Il faut se battre pour, pour canaliser tout ça. Mais par contre, on sera toujours accompagné par la solitude, parce que la solitude, ce sera la sœur. Voilà, ce sera notre sœur. J'ai l'impression que dans vos œuvres, il est toujours question d'initiation. Sans aucune prétention de ma part, j'ai envie de faire un rapprochement entre votre parcours initiatique et celui du célèbre écrivain Amadou Hampâté-Bâ, qui, tout comme vous, a été initié par son grand-père. Ben, je vous remercie, parce que Amadou Hampâté-Bâ aussi, c'est un grand homme aussi. Il fut un grand homme. Euh, voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Le chemin de la vie est un parcours constant, initiatique, qu'on suit. Je venais de dire le mot initiation, mais voilà. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et dans la culture africaine, la sagesse des anciens est encore très présente dans la formation des jeunes. En effet, mon grand-père m'avait pris quand j'étais petit et il m'avait mis sur le chemin de l'initiation première. Ensuite, il y a eu d'autres initiations. Et pourquoi?
Tout simplement parce que on est, et je le disais aussi tout à l'heure, on est dans la culture africaine et on est élevé par les mêmes, les- 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 je dirais, les mêmes personnes en fonction euh, du moment, de l'âge qu'ils ont. Voilà. Si ce sont des grands-pères, les grands-pères, ils ont tous plus ou moins le même fonctionnement dans l'éducation, dans la formation qu'ils doivent apporter à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants. Et c'est peut-être là le point de convergence avec Amadou Hampâté-Bâ, ce grand homme. Voilà. C'est que il a eu son grand-père, moi j'ai eu mon grand-père, donc ce sont des grands-pères qui s'occupent de leurs petits-enfants. Le profil est le même. Et on ne peut pas parler d'Amadou Hampâté-Bâ sans faire allusion à cette sagesse par rapport au vieillard. En Afrique, un vieillard qui meurt est toute une bibliothèque qui brûle. Ceci explique cela. Êtes-vous d'accord avec lui quand il fait référence à l'être immobile et l'être mobile? Qui, qui n'avance, qui n'avance, recule. L'être immobile, hein, je dirais que c'est celui qui ne s'adapte pas. Voilà. Le mobile, c'est celui qui s'adapte. Il m'est arrivé de voir des gens souffrir euh, parce ils attendent que l'environnement, le cadre dans lequel ils sont, s'adapte à eux et non eux vis-à-vis du cadre. Ou alors, s'ils s'adaptent au cadre, c'est pour le détruire. D'accord. Et l'être mobile et l'être immobile, ça pourrait faire penser aussi aux vivants et aux morts. Bien D'accord. sûr, tout à fait. Mais, contrairement à ce qu'on pense, le mort, il bouge beaucoup, hein, plus que nous. Parce que lui, il passe partout. Physiquement, bien sûr, physiquement, il n'y a plus rien. Mais spirituellement, il va plus vite que nous. Même à l'heure où nous parlons, certainement que euh, certains de nos ancêtres sont ici en train de m'écouter. Parce que je les convoque en parlant d'eux. Voilà. Je trouve dans une de vos pages ces mots qui m'interrogent. Je cite. Il n'y a pas pire que d'être son propre ennemi, celui qui vous met dans l'embarras avec le couteau sous la gorge, celui qui vous renvoie à votre passé et vous assomme avec un certain cas de conscience. Être son pire ennemi. Aussi, dans une des autres pages, vous écrivez ceci. Vendre son âme à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut être son pire ennemi et vendre son âme à soi-même? Ah oui, ça c'est. Comment c'est possible? On fait cela tous les jours. Oui. Je dirais que je suis à la fois vendeur et acheteur. Euh, En ce moment, je vis avec les remords. Et comment puis-je vendre mon âme à moi-même puisqu'elle m'appartient? Mais quand on se retrouve euh, bloqué, confiné au fond du trou, qu'on ne sait plus comment faire, comment s'en sortir, et qu'on ne sait même, on n'arrive même pas à se regarder soi-même, parce qu'au fond, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de se regarder. On est soi-même, on est à la fois tout. On est soi-même et on est l'autre. Or, cet autre, cette altérité, c'est nous. C'est peut-être dans ce sens. Je suis mon propre diable, je suis mon propre ennemi, parce que je ne sais plus comment faire. Vous écrivez, là-bas, on me prenait pour un être humain, alors qu'ici, je n'avais rien d'humain. Que faut-il comprendre ici? Qu'aux yeux des autres, nous avons plus de valeur qu'au sein des nôtres? Quand votre propre couteau vous coupe, vous ne le jetez pas, vous le gardez. Je pense que c'est simplement ça. Euh, on ne peut pas, là où je suis né, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit,
je dirais, entre guillemets, le crime que j'ai commis, on m'acceptera toujours. Parce que si on me chasse à l'extérieur de la maison, là où j'irai me cacher, c'est à la maison. Et à la maison, on ne me dira pas non, va à l'extérieur. La vie, c'est un équilibre entre le fait et le non-fait, entre le possible et le non possible, etc., etc. On est mieux que chez soi. Voilà. C'est toute la protection. Parce que l'extérieur nous livre un combat permanent, une insécurité, alors que chez nous, on est maître de la, je dirais maître en partie de la situation. Atoumani a un lien très spécial avec la nature, comme si il avait le souci de réconcilier l'homme et la nature. Il n'est pas toujours compris par ses semblables d'ailleurs. On va jusqu'à infantiliser cette relation qu'Atoumani entretient avec la terre. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, que mon guide et mon frère, il me voyait comme un gamin de 8 ans, parce que je me sens en harmonie, je me sens en symbiose avec la nature. Voilà. Mais je pense que l'animisme, là on touche, l'animisme, c'est le respect de la nature. Ce qui est perdu en Occident. On n'a pas le respect de la nature. Et c'est le sens de mon engagement avec Jean-Pierre Vautier également, qu'on essaie d'attirer l'attention, on essaie de faire comprendre que nous avons besoin de la nature si nous voulons nous sentir bien. Je ne sais pas si je peux raconter ça, mais j'étais à Paris, il faisait beau ce jour-là, et puis dans un jardin public, j'ai vu des gens en maillot de bain, et j'ai commencé à chercher l'eau, aucune goutte d'eau, aucune piscine. Et pourtant, ils étaient tous là, les uns sur les autres, exposés au soleil, au fond. Ces gens sont-ils vraiment heureux? Quand on sait que à Paris, je dirais l'hégémonie, la pseudo-hégémonie humaine a détruit complètement la nature. Or, les gens en ont besoin. C'est pour cette raison que cette petite ouverture, cette petite verdure attire tout le monde. Donc, sans nature, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la nature, de l'environnement naturel pour se sentir bien. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et Jean-Pierre, comme tant d'autres d'ailleurs, nous nous battons pour qu'on reconnaisse au moins que la nature a ce mérite-là de nous réconforter, de nous apporter le bien-être dont elle est la seule à détenir le secret. Voilà. Dans ce livre, Atoumani est plongé dans un quartier bouillonnant au nom intrigant. C'est le quartier L'Homme n'est rien. Pouvez-vous nous parler un peu de ce quartier? Le quartier L'Homme n'est rien. Au fond, ce quartier traduit que l'être humain, il est de passage sur cette terre. Pour qu'il y ait un quartier où l'homme n'est rien, ça veut dire que là où l'homme est quelque chose, il n'est que passager. Et c'est pour cette raison aussi qu'il faut, avant de répondre à la question, qu'il faut toujours et toujours préserver nos acquis, ce que nous avons, ce que nous possédons. Il ne faut pas, parce qu'on possède, il ne faut pas détruire, parce qu'on est bradé, on cherche à brader tout, parce qu'on est bardé d'idioties, parfois. On croit que c'est le vrai sens de la vie. Mais le vrai sens de la vie, c'est pas de tout casser. C'est pas de tout sous-estimer, parce que ce n'est pas monnayable. Par contre, quand c'est monnayable, alors là, on surévalue et on pille les individus. Voilà. Donc, le quartier L'Homme n'est rien, c'est un quartier qui fait peur à tout le monde, qui en même temps entretient le rire, parce que de les voir tous, je ne dirai pas plus d'ailleurs, parce que sinon, bon, c'est dans le livre, et de voir que tous, ils n'ont pas envie d'aller au-delà. Ils contournent, mais c'est quoi? C'est que le quartier L'Homme de rien est partout où on passe. Partout où on passe, parce qu'on a fini notre vie. À un moment donné, quand on ne doit plus trimballer, déambuler son physique, son corps,
eh bien, on se repose en paix. Dans le quartier, l'homme n'est rien. Et on est bien. Et les autres, ils ont peur de passer parce qu'ils n'ont pas envie, eux aussi, d'aller dormir infiniment dans cet endroit-là. Mais tout ça, c'est drôle. Mais en même temps, c'est caustique. Voilà. C'est le drame de l'humain. L'auteur que vous êtes porte un regard curieux sur le couplage entre tradition et religion. Je lis ceci à la page 66 de votre ouvrage. Au village, la tradition nous unissait. Aujourd'hui, la religion a brisé la cohésion sociale. Vous utilisez des mots très durs à l'encontre de ces usurpateurs d'identité, pour utiliser vos mots. Et vous allez jusqu'à parler d'un simulacre de croyance. Euh, les religions ne sont pas mauvaises. C'est ce qu'on en fait qui est parfois déroutant, vraiment déroutant. La tradition, c'est notre raison de vivre. En Afrique, c'est parce qu'il y a des traditions que les gens arrivent à s'accrocher à la vie. Le problème, c'est que les marchands de Dieu ont compris cela. Et je retourne en Côte d'Ivoire, je vois des églises partout. Le soir, j'entends les tam-tams partout, le matin aussi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est l'église. Et en creusant, on se rend compte qu'ils payent. Je dis, mais Dieu n'est pas une marchandise, Dieu n'est pas un produit. Dieu appartient à tout le monde. Dieu, c'est le grand maître de l'univers. Pourquoi vous n'avez rien et vous allez donner le peu pour Dieu, pour que Dieu vous accepte? Dieu n'a jamais dit qu'il fallait lui donner de l'argent pour qu'il... Autrement, on ne serait pas là. Nous appartenons tous à Dieu. Pourquoi vous allez acheter tout ça? Parce qu'ils ont compris que c'est une source de richesse aujourd'hui. On peut faire fortune. Et nous quittons notre continent natal pour venir pour espérer avoir une vie meilleure. Eux, ils quittent l'Occident pour aller capitaliser Dieu. Cela n'a pas de sens. Dieu appartient à nous tous. Dans ce cas, moi, je n'ai qu'à vendre Dieu. À la page 80 de votre roman, vous donnez à lire ceci. Savoir et ne point savoir comprendre ce que l'on sait est pire qu'ignorer. Quand d'un côté le peuple se cherche, quand de l'autre côté la religion fait la guerre à la tradition, parce qu'elle est source d'espoir et d'espérance, parce qu'elle donne un sens à l'existence, c'est que Satan existe à travers l'homme lui-même. Et il n'y a pas pire que ces gens qui feignent, qui font exprès de ne pas comprendre les problèmes, la réalité des gens, des simples gens que nous sommes. Je trouve ça, entre guillemets, dégueulasse. Savoir et ne point savoir comprendre ce que l'on sait est pire qu'ignorer. Ils jouent avec nous. On utilise la religion pour nous spolier. On utilise la politique parfois pour nous escroquer. On vend nos deniers publics. Je le disais, l'eau, comme si l'eau leur appartient. Et on va aussi jusqu'à vendre Dieu, comme si Dieu leur appartient. Quant à l'éducation, quant à la santé, n'en parlons pas. Parce que sinon, les pauvres gens que nous sommes, nous allons avoir une santé parfaite. Nous allons pouvoir réfléchir sur les idioties qu'on nous propose. Dans ce livre, vous avez dédié une partie au temps. C'est presque une ode au temps qui passe. Je cite l'auteur que vous êtes. J'ai pris la situation en main. J'ai imposé au temps mon propre avis, ma propre volonté, ma philosophie personnelle. D'abord, je l'ai écouté. Ensuite, je l'ai cerné. Le temps, moi, je le domine. Je l'ai même arrêté. Monsieur Alain, quel est votre rapport au temps? Peut-on réellement arrêter le temps? Et si oui, comment l'arrêter ce temps? Ce n'est pas compliqué. Quand j'arrive au village,
C'est comme si je marchais sur des braises. Et puis les larmes. Et puis des questions que je me pose moi-même. Le jour où sonne le départ, je me rends compte que j'étais devenu un homme fort. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai su apprivoiser le temps. J'ai su en faire euh, un bienfaiteur. Peut-être même, je vais prendre cette image du mille-pattes. Vous savez, quand il y a une colonie de fourmis géantes, personne ne peut passer. On est tous, même les êtres humains, hein, elles nous piquent. Par contre, le mille-pattes arrive à sillonner. Pourquoi? Peut-être parce que le mille-pattes sait s'adresser à ces fourmis géantes. Je pense qu'il y a des moments où le verbe est plus fort que ce que la conscience nous permet de dominer, de penser. Certainement que le temps, c'est un peu ça. Si je suis devenu fort en si peu de temps, c'est que j'ai eu le temps à côté de moi. Il y a un passage dans ce roman, ou plutôt une scène, avec un serpent. Cela m'a beaucoup fait penser au livre de Kamaralai, L'enfant noir. Faut-il y voir un lien? Je dirais que le lien, c'est la forme, hein. Serpent, serpent. Mais sur le fond, C'est quoi la représentation du serpent? ah, Putain. mais sur le fond, et là c'est sur le fond, le serpent de Camara là, et là aussi c'est un grand auteur qui n'a pas, voilà, mais que tout petit Africain qui arrive au collège, sa Bible, c'est l'enfant noir de Camara Lai. Voilà, c'est un grand auteur aussi. Et le serpent de Camara Lai, c'est le serpent bienfaiteur. C'est le serpent qui aide à faire fortune, qui, qui, qui aide, qui fait de telle sorte que l'atelier familial fonctionne bien. Or, le serpent auquel je fais allusion, moi, que j'appelle la belle, voilà, ce serpent, il nous a fait du mal. Et ma mère, plus d'une fois, a pleuré sous mes yeux. Et moi, c'est pareil, hein, j'étais malheureux aussi. En arrivant de voir tous ces enfants autour de moi, et que ma mère dise, oh, une telle, elle est absente, oh, et puis qu'elle se met à pleurer. Ça veut dire que mon serpent en moi, c'est le symbole du mal, de la douleur, de l'être cher qui est parti et que il n'est pas parti dans des conditions. Bien sûr, aucune mort enfin, n'est appréciée, mais elle est pas. Le serpent lui a fait du mal. Elle est pas. Elle a marché, elle est arrivée au village parce qu'elle est allée chercher de quoi manger. Elle est arrivée au village, elle a dit, un serpent m'a mordu, elle est tombée. Mon serpent à moi, c'est le symbole de la douleur. Voilà. Vous pourriez peut-être répondre à cette question qui est posée sur le dos de la couverture de votre ouvrage. À quoi s'attend-on après tant d'années d'absence? À quoi s'attend-on après tant d'années d'absence? Je, je répondrai par une question. Suis-je encore moi-même après tant d'années? Ai-je renoncé à ce que Nana m'avait appris, m'avait enseigné? Et dans les nombreux échanges que j'ai eus avec les jeunes, à un moment donné, ils m'ont remercié. Je n'ai pas compris pour les raisons pour lesquelles ils tenaient à me remercier. Et ils ont simplement dit, parce que tu es parti, mais tu n'as pas changé. Je dis, ah bon? Non, tu n'as pas changé. Alors, j'ai l'habitude, quand je m'habille, j'ai l'habitude de faire un nœud au niveau de ma chemise, là. Et là, ils me disent, tu faisais ça quand tu étais ici. Et tu arrives et tu fais encore ça après tant d'années. Est-ce que je peux dire que ce roman est de loin le plus éprouvant que vous ayez écrit jusqu'à présent, émotionnellement parlant? Bien sûr, les émotions sont fortes dans ce dernier livre. Mais une fois écrit, le soulagement a pris la place. Par contre, si je dois dire, le livre qui m'a perturbé, c'est L'œil du marigot.
Parce que quand un individu part sur les traces, sans savoir même s'ils sont passés réellement là ou pas, qu'il part à la recherche de ses ancêtres, de ceux qu'on est venu embarquer un matin, qu'on est allé mettre dans les îles, qu'on est allé mettre aux États-Unis. Ce combat-là, on ne trouvera jamais de réponse. Et ça, c'est encore plus cruel, parce que nos émotions seront toujours en train de se battre face aux images de gens qui nous ressemblent, à qui nous ressemblons, à qui on va faire la guerre, alors que parfois, c'est peut-être un cousin, un oncle, une tante. Ça par contre, pour sortir, pour l'écrire, cela m'a beaucoup fait enfin, beaucoup peiné. C'était dur. Voilà. Cette phrase de l'écrivain Jean-Marie Leclésieux m'interroge. Écrire, c'est un acte inconscient. Est-ce qu'on est vraiment inconscient au moment de l'écriture? Je dirais, écrire est un acte volontaire aussi, qui peut parfois livrer beaucoup plus de soi qu'on en a l'intention. En revanche, euh, quand je me relis, des fois je me dis, mais qui a mis ça? Qui a écrit ça? Je cherche à comprendre pourquoi et comment l'idée est venue pour que je mette ces mots-là. Est-ce que c'est parce que je suis en pleine... Est-ce que c'est parce que je suis en ce moment-là totalement inconscient? Est-ce qu'il y a une voix dans ma tête, en moi, qui vient qui vient me posséder pour que je mette ça, puisqu'après, quand je suis conscient, je cherche, je dis, mais comment j'ai pu mettre ça? Des fois, des phrases, je dis, mais comment j'ai pu écrire ça? Alors, euh, pour, pour répondre à la question, chez moi, l'écriture, c'est une thérapie. Et d'ailleurs, j'écris rapidement parce que il y a quelque chose qui me mine. Et plus je ne vais pas bien, plus j'écris. Donc c'est une thérapie. Voilà. Et peut-être qu'en ce moment-là, parce que je ne vais pas bien, je ne suis pas moi-même. Indéniablement, votre ouvrage est une source d'enseignement essentielle pour le vivre ensemble. C'est de loin une œuvre édifiante à tout égard. Ce livre est une porte ouverte sur la culture baoulée, avec ses codes, ses préceptes, qui non seulement nous ressourcent, mais aussi nous interrogent en tant qu'être humain. Par exemple, notre rapport à la famille, les enfants de nos frères et sœurs que nous devons traiter comme nos propres enfants. Oui. Euh, on dit en Afrique, on dit l'enfant de votre frère ou l'enfant de votre sœur, c'est aussi votre enfant. Un cousin, un oncle nous traite comme si nous étions son enfant. Un proviseur, le proviseur qui m'a fait en partie, et que j'ai pu arriver en France, me disait, mon petit, nous sommes tous frères et sœurs. Nous ne pouvons pas venir des mêmes personnes. Alors on vient de part et d'autre, et puis un jour, on se rencontre. Parce que, au-delà du visible, nous sommes, voilà, frères, sœurs. Voilà. Et en même temps, j'en profite aussi pour dire que en Afrique, une famille sans enfants est une famille pauvre. Parce que l'enfant ou les enfants, c'est la richesse. Et je termine vraiment là-dessus. Et quand je suis arrivé, que la maison était pleine de monde, les enfants de mes frères et sœurs, dont certains ont fait des enfants. Et quand j'entendais papa, grand-père, voilà, je me dis, j'étais heureux d'être grand-père sans être euh, pris dans le contexte occidental. Hein. Alors qu'en Afrique, je suis grand-père. J'ai tas d'enfants. Beaucoup d'enfants comme ça. Mais c'est un bonheur. Et une fois encore, ma mère, puisque c'est elle qui reste, et ma mère, elle est heureuse d'être au milieu de cette multitude.
C'est ça aussi la famille. C'est pas de s'individualiser, c'est de faire rencontrer tout le monde, même si on n'a rien, mais au moins on a ce sang qui fusionne. À la page 46, lorsqu'une personne vient vous voir et demande ensuite la route pour rentrer chez lui, il est écrit ceci. Proposez-leur une partie du chemin et gardez le reste. Si nous leur donnons toute la route, ils nous oublieront. Euh, En Afrique, la porte est toujours ouverte. Elle n'est jamais fermée. Au village, hein, quand les gens partent dans les champs, les portes sont ouvertes. On pense à quelqu'un qui viendra voler le peu qu'ils ont. Mais non. D'ailleurs, si quelqu'un passe, s'il a soif, il ouvre la maison, il trouve un gobelet, il boit de l'eau, il continue son chemin. La porte reste toujours ouverte. Alors, c'est une image ici, mais elle traduit la pensée humaine, la sagesse africaine, un état d'esprit cher à l'être humain. Et cet état d'esprit fort, c'est l'hospitalité. L'hospitalité exige que celui qui est venu nous voir, qui demande à rentrer chez lui, qu'on ne refuse pas, mais qu'on lui signifie que la porte est toujours ouverte. Alors, on retient une partie de son chemin. Ainsi, il reviendra. À la fin de votre livre, le lecteur se retrouve avec plus de 4 pages de remerciements. C'est plutôt rare dans un ouvrage. Est-ce que c'est parce que vous aviez le souci de n'oublier personne? Et pourtant, j'en ai oublié. Alors, quelque chose que j'ai du mal à supporter, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, j'ai horreur de ça. Il n'y a pas pire espèce que de constituer une entorse, de provoquer une entorse à cette valeur humaine suprême. Nous devons avoir à l'esprit le bien que l'on nous fait. C'est l'autre qui m'a fait. Ce sont les autres qui m'ont fait, moi, personnellement. Je ne serais jamais arrivé en France si ne tenait qu'à ma famille, à mon père, à ma mère. Jamais. Ce sont des gens extérieurs à la maison qui m'ont permis d'avancer. S'il fallait compter sur ma propre ignorance, je pense que je ne serais jamais arrivé ici. Le problème que soulève cette question, c'est aussi, est-ce que, est-ce qu'il, est-ce que l'hospitalité a encore une valeur quand on pense à nos pays? On a ouvert des portes à certains parce qu'on croyait qu'ils n'étaient pas bien chez eux et que chez nous, on avait beaucoup plus qu'eux et qu'on pouvait les aider et que les mêmes à qui on a ouvert la porte sont ceux qui nous détruisent. Est-ce que l'hospitalité a encore un sens? Mais je continuerai de propager, d'appeler à la responsabilité et à l'hospitalité. Ce n'est pas pour bannir, je ne bannis pas, mais on peut se poser des questions aujourd'hui parce que certains de nos pays sont malades parce que dans le monde qu'on a fait entrer dans ces pays-là, on a fait entrer aussi des malades. C'est un livre inspirant que vous nous offrez. Un livre qui vous sort de l'ombre pour vous mener vers la lumière. C'est pour cela que j'ai envie de conclure cette interview par cette phrase qui se trouve à la page 123 de votre roman. Aimons-nous, entraidons-nous, respectons-nous. Nul ne doit faire la chasse à la culture de l'autre. Passons maintenant au questionnaire du carré 1343. La crise en Côte d'Ivoire m'a permis de voir que la diaspora est solidaire en Occident, pas seulement en France, aux États-Unis. On a aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques, on arrive à savoir ce qui se passe et on arrive aussi à avoir les avis des uns et des autres. Et qu'on soit
ivoirien, qu'on ne soit pas ivoirien, la diaspora a un rôle dans la mesure où, un rôle fondamental dans la mesure où elle essaie d'attirer notre attention sur un certain nombre de faits, quitte à aller à constituer un groupe, à essayer d'unir des idées pour trouver des solutions. La diaspora est là pour ça. La diaspora, elle est communautarisée. C'est peut-être là le petit souci. Elle est communautarisée selon qu'on est musulman ou pas, chrétien ou pas, etc., etc. Et puis la communauté. On a tendance à aller peut-être plus facilement vers les gens avec lesquels on pense avoir la même culture ou je sais pas. Voilà. Euh, donc, c'est ce côté-là, mais bon, ça, c'est secondaire hein, par rapport à la force qu'elle peut constituer pour aider en cas de souci. Et puis, je crois savoir aussi que la diaspora africaine apporte une aide plus importante que celle allouée pour l'aide au développement. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Euh, il y a des pays, vous prenez des pays, c'est tout un village qui cotise pour que un des enfants aille en Occident. Je parlais tout à l'heure, je disais que j'étais foncièrement contre l'ingratitude, mais l'Africain, il reste toujours reconnaissant. Après lui, il va essayer d'aider. Quand on conjugue tout ça, on se rend compte qu'au fond, la diaspora a un rôle important. Et puis, et j'ai fini là-dessus, elle fait aussi de telle sorte que les ressources africaines reviennent à l'Afrique. Voilà. Au moins qu'on installe, qu'on ait les moyens de transformer nos produits sur place au lieu de faire transformer par d'autres qui viennent nous vendre 3 fois, 4 fois plus cher, alors que c'est nous qui leur avons donné, je dirais quasiment, presque cadeau. Alors cette mascarade-là, qui consiste à spolier les gens, c'est malheureux. Quand les jeunes m'ont réuni euh, pour discuter avec moi, ils m'ont posé ce problème-là. Et je leur ai dit, bien sûr, vous vivez ici dans des conditions difficiles, mais surtout, si quelqu'un vous dit, venez, vous allez traverser l'océan Atlantique, vous allez trouver mieux de l'autre côté, et surtout quand il va vous dire, donnez-moi telle somme, ne l'écoutez plus, parce qu'il y a des milliers de frères, de sœurs qui sont partis et qui ne sont jamais arrivés. Et puis quand ils sont arrivés, on leur fait la guerre. Je parlais des migrants. Ils ne connaissent personne. Et puis, quand je leur ai dit ça, et que je réfléchis, ils ne viennent pas pour rien. Ils viennent pour trouver une meilleure vie. Mais ils ne viendraient pas aussi, enfin, ils ne seraient pas aussi nombreux qu'ils le sont. Et c'est ce que je vais dire. Je ne finis même pas ma phrase, hein, mais je vais dire simplement, quand votre voisin met le feu dans votre maison parce qu'il croit qu'il est plus fort, eh bien, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez être en vie, mais déplacez-vous, allez chez lui. Parce qu'il ne mettra pas le feu chez lui. Vous allez vous cacher tous chez lui. On cultive la misère alors qu'on a les moyens. On cultive la misère et on veut que les gens restent dans la misère. Mais je cours, je vais vers celui qui vient bâtir son champ de galère, de malheur, de misère chez moi. Je vais avec lui. Moi, je dirais que l'évolution du monde a besoin de traditions pour au moins garder enfin, les valeurs essentielles. Hum, je crois que je l'ai dit au début, une Afrique sans tradition est une Afrique qui ne va pas bien. Il faut la tradition. La modernité ne doit pas être euh, une ennemie de la tradition. On peut concilier les deux. On peut concilier les deux. Et on peut vivre tranquillement. Aujourd'hui, nous qui avons la chance d'être dans 2 mondes, dans 2 continents, nous nous rendons bien compte
Les valeurs essentielles. Les valeurs essentielles aujourd'hui, c'est quoi? Quand on est dans l'environnement occidental, c'est le consumérisme, le mercantilisme. On voit une personne âgée, on ne sait même pas qu'il faut plutôt privilégier la personne âgée. On n'a aucun respect. Tout est à l'envers. Contrairement à chez nous, où l'éducation se fait à la maison, avec nos valeurs traditionnelles. Mais si on nous enlève ces valeurs traditionnelles, ils vont devenir comme ici où on a tué la tradition. La tradition, aujourd'hui, c'est dans les églises qu'on va voir la tradition. Mais est-ce que c'est la vraie tradition? Quand à la maison, on n'a rien fait pour consolider les liens familiaux, les liens, les valeurs essentielles, le respect, l'amour pour l'autre, le partage, la fraternité, etc., etc. Parce que les mots sonnent, mais souvent détournés de leur sens. Les traditions, l'éducation des enfants, quand on voit le poids de la femme en Afrique, ça aussi c'est traditionnel, à la fois culturel et traditionnel. Et l'enfant va pouvoir avancer en ayant de bonnes bases. Après, selon que c'est un garçon, les hommes vont prendre la suite et on va faire son éducation. Et puis, j'ai fini là-dessus. Dans certains pays, il y a ces économies qui sont gérées par des femmes, qui sont elles qui mènent la vie, qui essaient d'apporter le confort, le bien-être à tout le monde. Notre continent est malmené alors qu'il est riche. Que, que, que les gens comprennent que on a des potentialités humaines, on ne manque pas. Qu'on fiche la paix à nos hommes d'État capables de diriger et de nous importer des gens qui n'ont aucun sens des valeurs fondamentales, qui sont la vie, le respect, l'hospitalité, le partage. Quand on mène la guerre contre ces valeurs-là, la vie n'a plus de sens. Merci beaucoup, Monsieur Allah, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est un bonheur de faire la lumière sur les écrits. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie infiniment.